difficile d'être très à l'aise sur ces marchés. On en parle comme chaque lundi à la mi-journée avec les équipes de Bourse Direct. Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau. Bonjour Romain. Bonjour. C'est le plan de trading de la semaine. Vous étiez avec nous vendredi pour l'échéance, l'expiration du contrat futur donc pour le mois d'octobre. On traite sur le mois de novembre désormais, effectivement, même si on est encore seulement à mi-octobre aujourd'hui. C'est le futur novembre qui est aujourd'hui d'actualité pour le marché parisien notamment. Oui, difficile d'être complètement à l'aise parce que on l'a bien expliqué avec vous ces dernières semaines. On a quand même depuis fin septembre une dégradation de moyen long terme sur de gros indices et de gros indicateurs de marché, tous, vous dites, Romain. Et en même temps, sur la partie court terme, on voit qu'on peut avoir alors 2-3 jours de rallye comme en fin de semaine dernière, mais qui sont des rallyes qui ne tiennent pas forcément très longtemps. Non, effectivement, c'est d'où cette expression de rebond du chat mort qu'on connaît bien sur les marchés. Est-ce que ça va vraiment être le cas? C'est toujours à monitorer, c'est difficile de le dire, mais simplement le scénario se confirme un peu. On considérait que ce rallye, même s'il était important en taille et en puissant en mouvement, puisqu'il y a quand même 3 gaps d'affilée sur la plupart des indices. D'ailleurs, c'est toujours intéressant de constater la technicité et l'harmonie des différents indices en ce moment. C'est-à-dire que si c'est un tel rouleau compresseur que si c'était un vrai rouleau compresseur, on n'aurait pas ces gaps, on n'aurait pas ces trous d'air. Pourquoi baisser pour remonter quelques jours après avec des mouvements techniques qui se suivent comme ça? Et donc, on considère qu'effectivement, ça peut toujours être des grosses mains qui ont allégé et commencé à le faire chez nous très clairement à partir de mi-août, avec le secteur du luxe sur lequel ça appuie assez fortement, et puis des rebonds qui sont alimentés par de la spéculation, des choses techniques qui se produisent, d'où ces fameux 3 gaps. On rappelle que 3 gaps d'affilée, c'est souvent gap de rupture avec une tendance, gap de continuation qui donne la moitié du parcours, et gap d'épuisement. On évoquait la possibilité d'un gap d'épuisement vendredi soir, et ça se confirme, ça se matérialise aujourd'hui, clairement. Et donc sur le S&P, sur le MSCI World, sur le Nasdaq, sur beaucoup d'indices, sur le CAC aussi, et même sur des valeurs. Donc il y a un marché très technique qui n'est pas donc pas très soutenu dans ce rebond, et c'est ce qui nous laisse sceptique, on va dire pour l'instant, pas pessimiste, on va dire, mais sceptique, avec quand même beaucoup d'éléments qui donnent des signaux de faiblesse aussi. On entame cette nouvelle échéance du mois de novembre avec peu d'intérêt. On est 100 points plus haut qu'à l'échéance de septembre. En arrivant à l'échéance de septembre, en commençant octobre, on est 100 points plus haut, et on est pourtant avec 40 000 contrats futurs de moins sur une position globale qui est à moins de 300 000. On n'avait pas vu moins de 300 000 contrats depuis février dernier, donc c'est beaucoup. Et c'est 11% ou 12% de moins que l'échéance précédente. Donc on est 100 points plus haut. 12% d'intérêts qui ont été détruits au cours de cette dernière échéance. Dans 100 points de hausse. Alors c'est de l'intérêt spéculatif, c'est pas uniquement ça ne reflète pas l'ensemble du marché, mais ça donne quand même le ton. On est monté de 100 points sur destruction d'intérêts, destruction de contrats, probablement rachat de short par définition, et intérêts techniques aussi qui se sont équilibrés, mais avec diminution. Ça veut dire que même si on remonte en étant très prudent. En tout cas en détruisant l'intérêt, et paradoxalement, les opérateurs sont moins prudents. Alors on a évoqué ces éléments-là. Reste quand même que, là je parle du niveau de couverture sur le marché, on a évoqué ces éléments-là vendredi en expliquant qu'il y avait beaucoup de complaisance sur les options sur le mois de novembre. C'est souvent le cas quand une échéance redémarre, sauf que là on a eu des alertes baissières assez marquées récemment, et qu'en général dans ces cas-là les opérateurs se couvrent à nouveau. Là c'est pas le cas du tout, et on est même sur des niveaux de couverture qui sont sur les niveaux actuels, au niveau de juin dernier. Eh bien, ça a été des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis plus d'1 an et demi, et ça a déclenché dans le mois qui a suivi, parce que ça s'est une baisse marquée en juillet. Une baisse marquée en juillet, qui s'est matérialisée vraiment en août. Donc ça a mis un peu de temps à se mettre en place, mais on a un marché qui est complaisant. Alors on évoquait comme hypothèse vendredi, Romain, c'est que pour expliquer cette complaisance là sur la position ouverte, sur le ratio put-call des options, c'était que contrairement à juin peut-être, beaucoup plus de gérants avaient fait du cash directement, d'une certaine manière. Tout à fait. Et puis, ils ont toujours de nouveaux entrants, de nouveaux portefeuilles à faire entrer. Donc, ce cash disponible rend effectivement moins nécessaire la couverture. Quand on a allégé aux alentours de 6002 et qu'on n'est pas repassé en dessous, il n'y a pas vraiment de raison de s'alerter pour les opérateurs. Et puis, on s'habitue à ces accélérations baissières et à payer les creux de marché. N'empêche que ça, pour l'instant, le consensus veut acheter sur repli. Sauf que si on a des éléments de dégradation, comme on l'a vu ce matin, des coups de froid dans l'économie chinoise, que le marché a décidé de prendre comme un coup de froid, alors que c'était pas une réelle surprise, on pourrait voir les carnets d'ordre se vider un peu, et l'intérêt acheteur sur repli être un peu plus en retrait, ou
les grosses mains continuent à vendre, et dans ces cas-là, les achats sur repli de gestion, etc., qui ne représentent pas l'intérêt majeur du marché, être débordés et donc les niveaux de support enfoncés. On n'en est pas là, mais on est quand même très prudent, et pour l'instant, on n'a pas d'éléments, on a toujours des éléments de prudence. Il va falloir confirmer les niveaux qu'on a débordés la semaine dernière. Pour l'instant, c'est le cas, à peu de choses près, mais on se maintient au-delà de ces niveaux techniques. Il va falloir confirmer sur plusieurs clôtures, et probablement au-delà de cette échéance, et probablement au-delà de la saison de publication qui va être le juge de paix pour les semaines à venir. Ouais, donc une période de plusieurs jours, plusieurs semaines de confusion, en tout cas d'idées, de confusion encore peut-être pour les marchés, les opérateurs et les indices. Justement, si on prend, pour commencer, les 3 grands indices américains, graphiquement, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui, si on commence par le S&P 500, Romain? Alors le S&P 500, c'est le scénario idéal, c'est celui sur lequel on s'attardera le plus, mais voilà, biseau baissier, donc sortie des canaux haussiers de long terme, biseau baissier, donc figure haussière. La ligne en tiret bleu montre l'objectif, c'est-à-dire la borne haute du biseau. On a encore 1,5% de hausse possible pour aller chercher les objectifs. En revanche, on voit qu'on a eu, et vous voyez les cercles violets, j'espère, 3 gaps d'affilée aussi. Ouais, gap de rupture, gap de continuation et peut-être gap d'épuisement vendredi. En tout cas, gap d'épuisement ne veut pas dire forcément qu'il faut se positionner vendeur, mais que la tendance à court terme et la dynamique à court terme marquent un coup d'arrêt. Donc, on remonte au niveau d'alerte de court terme, en tout cas. Moyen terme, on les laisse à 4232. Court terme, on monte à 4372. On va se laisser un peu de marge. Ce serait la réintégration du biseau. Ce ne serait pas normal d'en sortir et de retourner à l'intérieur. Maintenant, on a toujours cette possibilité. C'est pour ça qu'on accompagne ce mouvement haussier avec prudence, en étant couvert pour aller chercher au moins les plus hauts, 4546. C'est vraiment, si on arrive à s'installer au-dessus de 4430 durablement et d'aller dépasser, pourquoi pas, ces 4546, qu'on pourrait considérer que la tendance reprend. Pour l'instant, on est dans une zone de latéralisation au mieux. Ouais. Oui, c'est ça, quelque chose d'assez neutre en fait dans le positionnement du marché par rapport à la situation technique comme vous la lisez aujourd'hui, hein, c'est ça. Très neutre et très technique à la fois. 3 gaps d'affilée, le marché réagit de façon technique. 3 gaps qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur le Nasdaq. Sur le Nasdaq, c'est pour ça que je voulais vous les montrer et puis vous montrer les niveaux. Là, on a réintégré le canal haussier de long terme très, très nettement, avec du volume. On a débordé le niveau de 15 500 qui est important, puisque ça valide une possible figure de retournement haussière et donc une continuation. Il va falloir déborder 15 158 pour pouvoir reprendre un peu d'air, aller rechercher déjà la résistance à 15 460 et pourquoi pas les tops, pourquoi pas le haut du canal ensuite si les résultats plaisent aux opérateurs, les rassurent et en tout cas si les perspectives rassurent, parce que je pense que c'est ça qui va être le nerf de la guerre. L'alerte de court terme, elle est à 15 594. Celle de moyen terme, elle est vraiment plus basse sur le Nasdaq. Il faudrait vraiment rompre 13 770. Mais on sait que les marchés seront relativement harmonieux. Si le Nasdaq casse l'alerte de court terme, le mouvement pourrait être un peu plus brutal. Si on regarde le Dow Jones sur une vision hebdomadaire, cette fois, qu'est-ce qu'on peut lire, Romain? Vision hebdomadaire, pour vous montrer, voilà. Le dollar, pardon. Le dollar. Là, c'est Dow Jones. Dow Jones. Oui. En effet, juste pour faire un point, parce que là, il est dans un triangle symétrique, on voit ces grandes mèches en bas du triangle, le marché a été bien repayé à chaque fois, il y a toujours cette buy the dip. Et puis, le blocage sur cette oblique que je voulais mettre en valeur pour montrer que, voilà, on n'est pas sorti du triangle symétrique sur le Dow Jones, là, c'est un peu plus mitigé, et des niveaux techniques à surveiller avec une alerte de court terme qui est placée à 34 585. On s'est bien éloigné de l'alerte de court terme, celle de moyen terme encore plus. Il va falloir repasser au-delà de 35 387 pour reprendre vraiment de l'élan. Et puis oui, effectivement, on reparle du dollar parce qu'il est peut-être temps de se réintéresser à nouveau aux devises, au forex, et l'indice dollar notamment envoie des signaux de renforcement continu depuis plusieurs semaines maintenant. Exactement, on l'a évoqué et c'était intéressant de le visualiser. Là, le dollar index se retourne, il donne une figure de retournement de long terme, on est sur un graphique hebdomadaire, avec un double appui important à 89,47, et puis la sortie d'une oblique. Alors, est-ce qu'on y voit une épaule, avec 2 têtes et épaules inversées? Ça arrive, ça existe. En tout cas, on voit une certaine symétrie. Le franchissement d'un niveau de façon assez puissante. Pour l'instant, on bute sous 94,62. Le débordement de 94,62 ouvrait à la voie une accélération importante aux alentours de 99,10. On rappelle que la structure est inverse sur l'euro, qui représente la plus grosse pondération de l'indice dollar index, qui c'est 60% à peu près, un peu moins du dollar index. Et l'euro dollar, lui, on l'a présenté plusieurs fois déjà, forme une structure d'épaule, tête-épaule inversée. Et tant qu'on est sous un 10,8-10, le mouvement est baissier, on est largement en dessous pour l'instant, avec des cibles situées entre un 11 et un 12. Oui. Donc, un mouvement... On est entre un 15,50 et un 16. Voilà. Donc, ça montre qu'il y a encore un peu de marge éventuellement si le mouvement à la baisse se poursuit, de l'euro-dollar. Exactement, avec cette symétrie qui est assez... qui est de fait liée au dollar index, mais qui est dans une tendance nette, propre, avec un canal haussier qui s'est mis en place et des niveaux à déborder qui vont être à surveiller dans les heures à venir.
Si on en vient aux indices européens, et l'Eurostoxx évidemment est l'indice emblématique des grandes valeurs de la zone euro. Que nous dit le graphique de l'Eurostoxx, Romain? Il ressemble à celui du Dow Jones. Donc oui, on a cette harmonie sur le marché. Encore des mèches en bas sur une ligne de tendance haussière de long terme, de court terme, la ligne en noir, avec des rebonds. Et on est allé buter sur une résistance 4184 qui est importante, qui est le haut du triangle. Pour l'instant, on réintègre ce matin ce triangle. Il va falloir déborder ces niveaux en clôture pendant plusieurs heures pour pouvoir aller accélérer un peu et chercher des mouvements. Alors, on a pris des mouvements qui sont pour l'instant pas très amples, aux alentours de 4500 points. On a pris la petite partie du triangle, on pourrait y voir plus. Il va falloir confirmer, trouver des relais, du volume. Les volumes, il faut le rappeler, sont plus lourds dans les mouvements de baisse que dans les mouvements de rebond qu'on a connus aussi. C'est ce qui laisse dubitatif quant à la pérennité de cette accélération. Bon, et puis si on prend le CAC 40, le futur CAC, donc sur une lecture journalière, au-delà de 6655 points, donc on se situe autour de 6670 là, à la mi-journée, on est plutôt toujours quand même du bon côté à court terme. Exactement. On est sorti de notre triangle, nous. Maintenant, comme on manque de momentum en ce moment, j'ai préféré prendre une petite figure à l'intérieur du triangle qui est une tasse et anse. On peut l'avoir comme ça, ou une épaule tête épaule inversée comme on veut, mais qui est un peu moins haute, avec une cible au-delà de 6820 points. Le pullback de ce matin et le retour... le throwback de ce matin et le retour sur la ligne de 6655 sont déjà importants. Et c'est à moins qu'on retrace une grosse partie de la hausse et que surtout, après la sortie de la figure, c'est pas normal d'aller chercher 6735, qui est une résistance vraiment importante à déborder, et d'aller rebaisser autant dans la foulée. Il va falloir reconstruire et que le mouvement pour aller chercher 6820, qui n'est pas extrêmement loin, est déjà entamé. Cette figure, on ne devrait pas avoir un mouvement de throwback, donc de retour sur la ligne de coup de la figure précédente aussi important. On aurait pu progresser un peu, mais d'aller faire quasiment la moitié de l'objectif et de retracer autant, c'est signe de manque de momentum, manque d'intérêt, grande technicité, toujours avec ces mêmes gaps sur l'indice parisien. Bon, et puis notre baromètre Kering, là aussi, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a des comportements valeur par valeur qui sont là aussi très très techniques, comme on peut le retrouver sur les indices. Hyper technique, et vous voyez toujours ce doute. On est toujours dans le canal haussier de long terme sur Kering, donc est en violet. La grande tendance en bleu, c'est la baisse, l'accélération baissière de cet été qu'on a plusieurs fois évoqué, avec un petit canal à contre-tendance de rebond, et puis une accélération baissière. Un biseau qu'on avait évoqué, donc c'est pour ça que le pire n'était pas certain immédiatement, ça se confirme. Sortie du biseau, en gap, avec 3 gaps d'affilée, pour aller former vendredi soir un dernier gap et une étoile filante. Donc cette bougie seule tout en haut, qui montre bien que les acheteurs ont essayé de reprendre la main pour aller toucher le haut du canal haussier de long terme. Ils n'y sont pas parvenus. Ce sont les vendeurs qui ont pris la main. Et là, ce gap baissier aujourd'hui en ouverture hebdomadaire avec du volume et une grande bougie rouge, ça forme ce qu'on appelle une étoile du soir. En haut de marché, c'est très mauvais. Là, c'est dans un rebond, ça laisse dubitatif, mais on va surveiller. Donc 642 et 697 sur Kering, qui va nous indiquer si on est ou pas du bon côté de la barrière, sachant qu'elle publie demain. Donc ça, on va en savoir plus. Les bons résultats, on le sait, LVMH les a déjà donnés. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir vraiment de très bonnes nouvelles sur Kering aujourd'hui. Il y a un risque qui est aussi asymétrique. Le risque, il est des mauvaises surprises. Ça ne veut pas dire que ce sera de mauvaises surprises demain, j'en sais rien. Mais le risque est asymétrique. Les bonnes nouvelles, on les attend. Ouais. On voit même sur la Chine, on va en parler dans un instant, on attendait tous des nouvelles quand même mitigées sur le 3e trimestre. C'est le cas et ça fait baisser le marché, à commencer par le secteur du luxe aujourd'hui à Paris, qui paye son tribut au ralentissement de la croissance chinoise et qui emmène le CAC, alors sous les 6700 points bien sûr, autour de 6670 points à mi-séance, en baisse d'un peu moins de 1%. Merci beaucoup Romain. Romain Debré avec nous chaque lundi pour le plan de trading avec Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart.